Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Comment expliquer la déroute des Bleus hier soir? Le plan A de Didier Deschamps a tourné au fiasco et il n'y a pas eu visiblement de plan B. Les Bleus ont été éliminés sans se battre face à une Espagne impressionnante. Avec nous pour en parler, François Manardo, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, ancien attaché de presse de l'équipe de France de football, consultant en communication. À vos côtés, Xavier Barret, journaliste sportif, bienvenue et bonsoir. Auteur du livre On refait la Coupe du Monde, édition Solar. Et Saladin Gakou, comme hier, vous aviez vu juste, on va voir pourquoi hier, d'une certaine manière, Salah, vous nous faites vivre ce mondial tous les soirs dans le Journal Afrique de TV5 Monde et sur nos réseaux sociaux. Et puis Karim Baldé, en direct de Dallas, vous avez assisté à cette rencontre, Karim. Je disais pas de plan A, un plan B que l'on n'a pas vu. Voilà comment le journal sportif français d'équipe évoque ce match. Les choix de Didier Deschamps sont beaucoup commentés au lendemain de cette défaite, hein. Oui, clairement, on pourrait refaire le match 100 fois, mais malheureusement, je crains que 100 fois l'Espagne gagne ce match au final. Parce qu'indépendamment du pénalty provoqué par Lucas Digne, finalement, il n'y avait pas cette ressource. Et quand on regarde le placement fait par Didier Deschamps, alors il y a eu la sortie sur blessure de William Saliba, blessé au dos, par Maxence Lacroix, qui a plutôt bien tenu la baraque, je trouve, derrière. Le problème, ce sont les renforts offensifs. Alors Désiré Doué est entré mais n'a pas pu faire la différence. Et puis surtout Ryan Cherki, parce que c'était l'un des hommes en forme cette saison du côté de Manchester City. Et il a été clairement sous-utilisé. Il était un peu la quatrième ou la cinquième roue du carrosse, appelez ça comme vous voulez. Et là on lui a presque demandé de faire des miracles. Et rentrer comme ça dans une demi-finale, c'était pas forcément évident. Et d'ailleurs Ryan Cherki a dit très clairement après le match, en zone mixte, en zone d'interview, que la France a été battue par elle-même. Finalement, elle n'a pas été battue par l'Espagne ni par l'arbitre, parce que Didier Deschamps a critiqué l'arbitrage sur cette demi-finale. Ils ont été battus par eux-mêmes parce qu'ils ont été pris à tous les niveaux, tactique, technique et physique. Et donc malheureusement, le plan B ou l'éventuel plan B n'a jamais été visible. Et à la fin, ça donne cette défaite logique, malgré des statistiques qui sont beaucoup plus équilibrées, que ce soit la possession, le nombre de tirs et le nombre de tirs cadrés. Mais le foot, ce n'est pas qu'une question de statistiques, c'est aussi une question d'impression générale. Et là, clairement, elle n'était pas en faveur de l'équipe de France. Restez avec nous, Karim, Xavier Barret. Il y a aussi la sortie d'Adrien Rabiot, que beaucoup n'ont pas compris. Alors certes, il venait de prendre un carton jaune. Didier Deschamps, apparemment, a eu peur qu'il soit expulsé. Mais en face, c'est le défenseur Marc Cucurella a pris un jaune. C'est un défenseur, il est resté. Oui, c'est vrai que Didier Deschamps s'est retrouvé très limité dans son coaching, parce qu'il y a eu cette blessure que Karim Baldé rappelait très tôt dans la partie de William Saliba. On peut se demander d'ailleurs pourquoi l'avoir titularisé s'il était aussi fragile. Et puis il y a eu ensuite cette sortie, effectivement, pour visiblement ce carton jaune très tôt dans la partie, la menace d'en avoir un deuxième avant même la mi-temps, et donc il est sorti au cours de la pause. Donc, en même temps, Manu Koné et Tchouaméni avaient déjà joué ensemble un des matchs du premier tour, donc c'était pas un duo improvisé. Là, en revanche, Tchouaméni... Il n'était pas titulaire, Manu Koné. Non, mais il avait été titulaire lors des matchs précédents. Ouais. Et Tchouaméni, en revanche, lui, revenait de blessure, il avait été indisponible lors des matchs précédents. Est-ce que c'était pas lui en demander trop face à l'Espagne que d'être titulaire d'entrée? Bien sûr, on peut discuter les choix de Didier Deschamps. Mais là, s'il n'a pas été trahi, ça dit beaucoup aussi du grand palmarès de Didier Deschamps, en tout cas peut-être de la façon. C'est la fidélité qui a des bons côtés, mais il y a eu quoi? Le choix du cœur pour Aurélien Tchouaméni? Il n'a pas joué depuis quoi? 2-3 matchs, non? Oh non. Parce que Manu Koné, il était impressionnant, le match. Il est impressionnant. Didier Deschamps, il ne mange pas de ce pain-là. Et puis, comme un sélectionneur... professionnel, c'est jamais un choix du cœur. Si vous commencez à faire des choix du cœur, vous êtes très très vite déçu et perdu. Mais comment expliquer qu'Aurélien Tchouaméni ne soit pas monté beaucoup plus haut? Ça là, c'est la question qu'on se pose. Manu Koné, il allait chercher lors du match face au Maroc les ballons dans les pieds des milieux de terrain en face, il était hyper offensif. On disait, il y a l'adversité, mais c'est vrai que pour Tchouaméni, il fait partie des joueurs qui sont le plus critiqués, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'après 2 matchs où il est absent, le milieu de terrain marchait plutôt bien. Et c'est vrai que, en tout cas, ce choix de Didier Deschamps de le titulariser pour une demi-finale de Coupe du Monde, et on sait que forcément Tchouaméni, qui évolue en Espagne depuis pas mal d'années au Real Madrid, il avait envie de jouer ce match particulièrement. Mais est-ce qu'il était à 150%? Je ne sais pas. En tout cas, sa titularisation a fait débat. François Manardo, vous êtes un spécialiste du sujet.
C'est quoi les éléments de langage au lendemain d'une telle défaite quand on veut protéger les Bleus? Parce que c'est dur quand même, là, les critiques. Ils étaient vraiment mis sur un piédestal et là, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui va. Ni Didier Deschamps, ni Aurélien Tchouaméni, ni Ousmane Dembélé, ni Michael Olise. On dit quoi dans ce cas-là? Alors, la première chose qu'on dit en interne, c'est on va laisser passer la vague, surtout celle des réseaux sociaux, parce que si on commence à la surfer, on va se casser la gueule et on va perdre de l'énergie. Il y a encore une rencontre à disputer, ce qu'on a coutume de qualifier la consolante, qui porte bien son nom. Et la deuxième chose, c'est très vite remobiliser cette équipe de France, sans doute avec des remplaçants, voire des réservistes qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu pour ce match de samedi, parce que c'est un match qui compte pas complètement pour du beurre. Si vous finissez avec la médaille en chocolat à la 4e place, là, le goût amer est beaucoup plus acide. Ouais, ça appuie encore un peu plus sur la place, si l'on peut dire. Quels sont les joueurs qui vous ont le plus déçu et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette équipe? Est-ce que ce n'était pas un mirage? Alors, pour résumer, si je ne m'abuse, chez les observateurs aujourd'hui en France, notamment, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'avant Didier Deschamps, il n'y avait pas de fond de jeu, il était critiqué. Et là, il y avait un fond de jeu, mais finalement, on ne gagne pas. Donc, en gros, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir des étoiles qui brillent et qui gagnent plutôt que... Oui, après, je crois qu'il y a eu 2 joueurs qui ont vraiment été très décevants. On a parlé plutôt des milieux de terrain, là, mais c'est surtout les attaquants Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or, et Michael Olise. Olise, je crois que sur 46 ballons, il en a perdu la moitié. Et Dembélé, c'est à peu près dans le même ordre d'idées. Michael Olise, il n'y a pas un problème psychologique. Moi, je me rappelle de la finale, le 30 mai contre le Paris Saint-Germain. Il était un peu à côté aussi. Pas à ce point-là. Est-ce que ça ne s'est pas joué dans la tête? La demi-finale. C'était la demi-finale contre le Bayern, pardon. Il a 24 ans, donc il est plus jeune que Mbappé ou que Dembélé. Mais surtout, vous parliez du coaching de Didier Deschamps. On a vu qu'effectivement, il avait du mal face au double pivot espagnol Rodri, associé à Fabian Ruiz, le joueur du Paris Saint-Germain, qui ont vraiment été impressionnants, qui ont vraiment ratissé tous les ballons et qui ont complètement dominé la bataille du milieu de terrain. Mais surtout, effectivement, et là, on comprend un peu d'amertume dans les déclarations de Ryan Cherki auxquelles on faisait allusion, c'est que Olise, normalement, son remplaçant, c'est Cherki. Et finalement, Cherki n'est rentré qu'à la 72e minute, alors que lors du dernier France-Espagne en Ligue des Nations, Cherki était rentré 10 minutes plus tôt, à la 62e, et il avait tout cassé, puisque l'équipe de France qui était menée 5-1 était revenue à 5-4. Donc là, on comprend qu'il y a effectivement un peu d'amertume de la part de Cherki, et puis on s'interroge aussi sur le fait que Didier Deschamps ait attendu un petit peu si tard, en fait, pour faire ce changement qui a semblé assez évident. Ça, là, je le disais tout à l'heure, hier, vous aviez lancé un avertissement sur ce plateau en disant, attention, la France, jusqu'ici, elle n'a pas joué non plus, avec tout le respect pour les précédentes sélections et tous les joueurs, elle n'a pas affronté de grosses cylindrées de joueurs de top joueurs, de top players, comme vous disiez, pour utiliser un anglicisme. Ça s'est avéré vrai. D'ailleurs, symboliquement, Lamine Yamal, que vous citiez, c'est lui qui provoque le penalty. Il provoque le penalty, mais il ne fait pas un match exceptionnel, Lamine Yamal. Mais on a vraiment vu un collectif espagnol marcher sur l'équipe de France. Et encore une fois, je pense que c'est totalement bien résumé. Il y avait un plan A et pas de plan B pour l'équipe de France. Et on a l'impression qu'un petit peu, on s'en remettait à un exploit individuel de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise. C'est vrai qu'Olise, il est vraiment passé à côté de son match. C'est pas le seul. Il fait partie des déceptions côté équipe de France, en tout cas. Ouais. Karim Baldé, sur le plan purement, je le disais, c'est vrai que cette équipe, elle a été beaucoup louée. On disait, ça y est, l'équipe de France, elle a trouvé son jeu, elle a trouvé un système. Est-ce que ce n'était pas un mirage, au fond? Parce qu'hier, on sentait quand même, au-delà de la dimension peut-être psychologique, au-delà de effectivement, la puissance incontestable de cette équipe espagnole, on a senti quand même qu'il y avait une rupture totale entre les lignes. Ouais, clairement une rupture totale entre les lignes. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est le déchet technique, clairement, parce que on pensait que ce quatuor était connecté à 100%, mais là, c'était pas la fibre hier du côté du stade de Dallas. Et en fait, au fur et à mesure, depuis la tribune, on se disait, mais à quel moment ça va cliquer? À quel moment les joueurs vont pouvoir réussir à faire des passes entre eux? Je parle des joueurs offensifs notamment, et ce moment n'est clairement jamais venu. Mais il faut quand même créditer l'Espagne. Moi, je le dis parce qu'on a parlé de Marco Cucurella, par exemple. Il faut parler du match de Rodri aussi, lui qui a eu une grave blessure à un genou, rupture des ligaments de mémoire. Et on pensait pas qu'il allait revenir à un tel niveau, mais ça a été la tour de contrôle. Sans parler de Dani Olmo aussi, qui a été exceptionnel, le joueur du Barça. Bref, il faut quand même rendre hommage à cette équipe d'Espagne qu'on a peut-être un peu sous-estimée vue de France.
France, vu que les premiers matchs étaient plutôt accrochés, le match nul face au Cap-Vert, etc. Mais au final, l'Espagne arrive à monter au meilleur moment. Et parmi les 4 demi-finalistes, c'est peut-être celle qui a une star, mais qui n'a pas sa star au rendez-vous. Lamine Yamal, d'accord, il provoque le penalty, mais c'est pas le meilleur Espagnol sur le terrain. Et on voit qu'il est encore un petit peu limité physiquement, ce qui fait qu'il n'arrive pas encore à placer ses accélérations à tout moment. Et malgré ça, eux ont des solutions, ce que n'avait pas l'équipe de France dans son escarcelle hier soir. Vous avez acquiescé, François Manardo, à ce que vient de dire Karim, à savoir que la prestation de l'équipe de France, la faible, elle est liée aussi à cette équipe espagnole. Elle est surtout, moi je me suis entretenu avant de venir avec des amis de la sélection espagnole qui se sont qualifiés hier soir et ils font évidemment le même constat, c'est-à-dire que l'équipe de France a un collectif, dans ce collectif des individualités qui sont supérieures à celles des Espagnols, mais l'Espagne a une culture collective qui s'appuie sur une tactique, un système de jeu où ils se trouvent les yeux fermés. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, ça ne leur garantira pas d'être champion du monde dimanche contre l'Angleterre ou l'Argentine. J'aimerais que ce soit l'Angleterre. Mais ils se trouvent les yeux fermés, c'est-à-dire que ça fait partie de leur ADN. Et la copie qu'ils ont rendue hier soir, c'est un 18 sur 20. Cette même le gardien de but, France, on n'a pas parlé de lui. Il fait 2 sorties à 35 mètres de ses buts. Cette équipe de France, je pense qu'effectivement, comme l'a dit Baldé, elle peut rejouer 5 fois le match. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'elle le gagne ne serait-ce qu'une fois. Et le meilleur résumé, c'est peut-être Luis de la Fuente. Il disait quoi? On en parlait avec Salah, qui dit il y avait les meilleurs joueurs du monde en équipe de France et nous sommes la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe du monde a battu l'équipe qui avait les meilleurs joueurs du monde. Oui, après, si vous regardez un peu, depuis 20 ans, depuis la qualification de la France de Zidane face à l'Espagne en 2006. Depuis 20 ans, l'Espagne et la France se sont rencontrés 12 fois. La France a gagné seulement 2 fois. La quasi-totalité, c'est l'Espagne qui gagne. Et les 2 dernières encore en demi-finale de l'Euro et en demi-finale de la Ligue des Nations. Et en demi-finale de l'Euro, c'est pas un complet bouleversement en 2 ans, puisque vous aviez 8 joueurs sur 11 de l'équipe de France qui étaient en demi-finale de l'Euro 2024 et 7 sur 11 de l'équipe d'Espagne. Donc ils se connaissent bien. La seule différence, c'est qu'effectivement la France jouait un football un peu plus offensif. Le 4-3-3 de Deschamps avait été transformé en ce fameux 4-2-4 avec ses 4 fantastiques. Ça n'a pas marché non plus. En demi-finale de l'Euro, la France avait perdu 2-1 en faisant un football un peu restrictif. Et ils avaient été finalement, ils avaient mené au score, mais ils avaient été battus. Et là, ils ont essayé un autre football, ça n'a pas marché non plus. Donc il faut admettre que l'Espagne est plus forte actuellement et reste plus forte malgré les talents qu'il y a en équipe de France. Et d'ailleurs, Didier Deschamps s'est quelque peu empêtré dans une polémique. Voici ce qu'a déclaré Didier Deschamps. Est-ce que cet arbitre a le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde, tout en reconnaissant que cette défaite n'était pas liée directement à l'arbitrage? François Manardo, un coach ne devrait pas dire ça? Une bonne question. Pas à ce moment-là, Pardon? Pas à ce moment-là, peut-être. Ni à ce moment-là, ni après. On est pas mal à avoir été surpris, les observateurs et puis les professionnels un petit peu. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fair play, il y a quand même aussi l'exemple que l'on donne. Il y a beaucoup d'arbitres, y compris en milieu amateur, qui sont agressés. Moi, je peux évidemment comprendre l'investissement, le travail. En plus, Didier Deschamps a été, pendant cette compétition, touché par un drame personnel, donc la perte de sa dans mère, son émotion avec cette élimination de l'équipe de France, visiblement très dur à encaisser pour lui, que cette idée lui ait traversé l'esprit. Voilà, je le comprends. Après, d'ailleurs, tous les arbitres, Saïd Ndjimi, tout le monde s'accorde à dire que l'arbitrage hier soir, il a absolument rien de contestable, encore moins de scandaleux. Oui, par exemple, il y a penalty, le jaune sur. Il n'y a pas de carton pour Olysée alors qu'il en méritait un. Le jaune, oui, complètement. Rabiot fin de première mi-temps. Après, c'est vrai que c'est un arbitre qui est très jeune, qui a 35 ans, mais ça fait partie des nouvelles générations d'arbitres qui montent. C'était son 4e match de la Coupe du Monde. Il avait été élu meilleur arbitre sur les 8e de finale. On peut comprendre la déception de Didier Deschamps, mais c'est vrai qu'avec son expérience, et surtout c'est une de ses premières déclarations, il n'a pas clarifié justement quel point d'arbitrage. C'est pas très classe, on va dire ça comme ça. C'est pas très classe. Voilà donc, alors j'avais prévu de parler de cette petite finale, mais je crois que vous avez tout dit tout à l'heure. C'est pas la même chose de terminer à la 3e qu'à la 4e place. On va essayer d'ouvrir peut-être un peu, puisqu'il nous reste quelques minutes sur le match de ce soir, puisqu'on le sait, la Roja va affronter l'Argentine ou l'Angleterre. La Roja, c'était hier, ils sont qualifiés pour la finale. L'Albi Céleste, c'est les Argentins. La Roja va affronter, j'ai dit, dimanche, l'Albi Céleste.
Ah, vous ne m'aurez pas sur les surnoms. Ou alors l'Angleterre, les Three Lions, les Trois Lions. Karim, les compositions d'équipe, on ne les a pas officiellement, mais est-ce qu'on en sait plus? Ça sera du classique des deux côtés? Oui, a priori, ce sera plutôt du classique des deux côtés. Pour l'Albi Céleste, mon cher Mohamed, vous aviez raison. Hein, je tiens à vous féliciter quand même ici depuis Dallas. Concernant l'Argentine, ce qui est sûr, c'est que Léo Messi sera la pierre angulaire de l'équipe. Et il faut aussi souligner tous ces soldats autour de Léo Messi qui allient la hargne, la ténacité avec la qualité technique. Quand on voit Julian Alvarez par exemple, son but magnifique face à la Suisse, quand on voit aussi le travail d'Enzo Fernandez, voilà des soldats qui ont un jeu soyeux. Et puis autour de lui, il y a aussi des joueurs teigneux comme Leandro Paredes ou encore Alexis McAllister, pour m'arrêter à ces deux exemples-là. Du côté de l'Angleterre, on a parlé tout à l'heure de Harry Kane et de Jude Bellingham, mais il faut aussi voir s'ils arrivent à mettre plus de rythme, parce que Thomas Tuchel, le sélectionneur, avait critiqué ses joueurs après la victoire face à la Norvège en disant c'est bien, mais ça manque de rythme. Et il était furieux envers ses joueurs. Alors est-ce que ce rythme va venir par exemple de quelqu'un comme Bukayo Saka qui était cantonné à un rôle de remplaçant depuis le début de la compétition? À voir. À voir, et on regarde juste les précédentes confrontations, en tout cas en Coupe du Monde, 66-1-0 pour l'Angleterre qui était allée au bout, 86-2-1 pour l'Argentine, 98, 4 tirs au but à 3 pour l'Argentine, et 2022, 1-0 pour l'Argentine. Très court peut-être tous les trois, sur quoi va se jouer cette rencontre? Sur la fraîcheur physique, donc j'ai envie de dire petite option pour l'Angleterre face à l'Argentine qui a joué des prolongations. L'intensité et le sang-froid. Les deux équipes ont fait des prolongations toutes les deux, donc elles sont bien rincées, mais je pense que l'Angleterre a un peu plus d'esprit de combat depuis le début de la compétition, et puis un peu moins de décisions arbitrales favorables, parce que l'Argentine a quand même été bien aidé par l'arbitrage, ils n'ont vraiment pas à s'en plaindre depuis cette fois on ne dira rien, voilà, des propos qui vous engagent. Merci beaucoup à tous les trois, merci également à Karim Baldé en direct des États-Unis.